Le plan de management des délais du projet. Quand on doit gérer un projet, on doit se poser la question de la méthode de la structuration du projet, de la nature du découpage du projet en sous-projets emboîtés, de la planification des tâches. Sans oublier l'anticipation des besoins en ressources, la nature du contrôle de ces ressources et enfin le suivi des coûts et des délais. Tous les professionnels de gestion de projet s'accordent pour dire que le plan de management des délais du projet est l'un des livrables les plus critiques pour n'importe quel projet et quelle que soit son envergure. Dans ce module, je vais vous présenter en détail les différents concepts, techniques et outils d'élaboration du plan de management des délais du projet, appelé aussi le plan de management de l'échéancier. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, commençons d'abord par définir le concept général. Le plan de management des délais du projet est une composante du plan de gestion du projet qui regroupe les activités nécessaires à la réalisation opportune du projet. Le management des délais du projet commence par la construction de l'échéancier ou le planning du projet. Cet échéancier présente un plan détaillé qui indique comment et quand le projet livrera les résultats définis dans le périmètre du projet. Cet outil facilite la gestion des attentes des parties prenantes et sert aussi comme base à la communication des performances tout au long du cycle de vie du projet. Pour ce faire, tout d'abord, l'équipe de management de projet choisit une méthode de planification telle que le chemin critique, la chaîne critique ou une méthodologie agile. Vous voulez en savoir plus sur la méthodologie agile? Nous vous expliquons tout dans un module dédié. Par la suite, l'équipe de projet intègre les données spécifiques au projet comme les activités, les jalons, les durées, les ressources, les dépendances et les contraintes dans l'outil de planification afin de créer un modèle de management des délais du projet. Le résultat est un échéancier du projet. Bon à savoir, pour les projets de petite envergure, la définition des activités et l'établissement de l'échéancier sont si étroitement liés qu'ils sont considérés comme un seul et même processus. Or, le plan de management des délais du projet est supporté par plusieurs processus dans les projets de grande envergure. Management des délais du projet, pourquoi en faire une priorité? Par définition, les projets sont des initiatives complexes et limitées dans le temps. À cet effet, un planning détaillé qui illustre les travaux à entreprendre et les liens logiques entre les différentes activités permet au projet d'être simplifié en phases et regroupements d'activités gérables. L'objectif de l'établissement du planning du projet est de créer une feuille de route qui précise la manière dont l'équipe de projet livrera les produits, les services ou les résultats définis dans le périmètre du projet et le moment où elle le fera. Le plan de gestion de projet équilibre de manière optimale les coûts, les ressources, le périmètre et les performances temporelles avec l'engagement de l'équipe de projet à exécuter le projet conformément au plan. L'ordonnancement est l'une des exigences de base de la planification et de l'analyse de projet. Le planning, en tant que composante principale du plan de management des délais du projet, une fois terminé, devient un outil de planification efficace, par exemple pour créer une communication engageante, pour favoriser une collaboration productive et pour créer un système de gestion de la performance du projet. Le plan de management des délais du projet détaillé sert d'outil pour gérer les activités à réaliser, les communications et les attentes des parties prenantes. Il sert également de base pour les rapports de performance. Ce plan de management des délais du projet optimise la réussite et le bon déroulement d'un projet. Tout simplement parce qu'il consiste à organiser les travaux selon une structure logique et traçable, à déterminer le temps et les efforts nécessaires pour réaliser les produits et les livrables d'un projet. Il permet de gérer l'échéancier et l'effort de travail pour que l'équipe de projet réalise les livrables au moment le plus opportun. Il aide à mobiliser les ressources planifiées de la manière la plus efficace. Il permet de coordonner les événements au sein du projet et des autres projets dépendants le cas échéant. Il permet de faciliter la présentation visuelle aux parties prenantes. Il permet la détection précoce des risques, des problèmes ou des opportunités. Il permet de mettre en œuvre les actions pour atteindre les objectifs du projet.
Il permet également d'analyser les scénarios et l'analyse des écarts. Il permet de planifier les coûts. Le plan de management des délais du projet est une composante du plan de management du projet, produit lors de la phase de planification. Mais est-ce que le planning est fait une fois pour toutes? En somme, le plan de management des délais du projet est-il un livrable statique ou évolutif? Le planning du projet est utilisé pour suivre, prévoir et surveiller les performances du projet tout au long de son cycle de vie. Par définition, un projet est toujours unique et la nature de son exécution est dynamique. Par conséquent, l'exécution d'un projet se déroule souvent différemment des références de base et du plan de management des délais initiaux. À cet effet, et dans un environnement de projet typique, il s'avère nécessaire d'actualiser et d'affiner le plan de management des délais du projet en raison de plusieurs facteurs. Soit une planification initiale incomplète ou inadéquate, une décomposition future du périmètre, une approbation des modifications importantes de référence de base, des changements organisationnels, des changements environnementaux, etc. Cette évolution est nécessaire pour prédire, reconnaître et traiter ces facteurs et problèmes en évolution qui pourraient potentiellement affecter la performance du projet. Nous venons de voir l'intérêt d'un plan de management des délais du projet en général, du planning et de son caractère dynamique. Je reviendrai dans un deuxième temps sur les différentes techniques de construction du planning de projet, notamment dans le cadre des projets en cascade. La planification de projet est une phase cruciale du cycle de vie d'un projet. Pour réussir un projet sous la triple contrainte délai, budget et périmètre, pas de secret, il faut le planifier. La planification d'un projet est l'activité qui consiste à déterminer et à ordonnancer les tâches du projet, mais aussi à estimer leurs charges et déterminer les ressources nécessaires à sa réalisation. Cela aide également à réfléchir à comment les risques projets seront gérés et comment communiquer avec les parties prenantes du projet. Il est donc nécessaire de prendre le temps qu'il faut pour planifier un projet en détail avant de passer à l'action. Mais qu'est-ce que la planification de projet? Qu'est-ce qu'une tâche de projet? Comment définir les jalons d'un projet? Qu'est-ce qu'un planning projet? Qu'est-ce que le chemin critique d'un projet? Comment planifier un projet? Ce module a pour vocation de vous familiariser ou de vous faire réviser les grands concepts de la planification. Tâches, jalons, livrables, planning et chemin critique. Qu'est-ce que la planification de projet? La planification de projet consiste à déterminer et à ordonnancer les tâches de votre projet et d'estimer la charge de chacune de ces tâches. C'est la deuxième phase du processus d'un projet qui vient juste après la phase d'initialisation du projet. La phase de planification vise à définir comment le projet sera exécuté, surveillé et contrôlé, puis clôturé. C'est un exercice intéressant dans la mesure où il nous fait réfléchir sur chaque étape de notre projet et nous permet de penser à toutes ses implications. Le principal livrable de la phase de planification de projet est le plan de projet qui doit répondre à plusieurs questions. Pourquoi? Quel est le principal problème ou l'opportunité à laquelle répond le projet? Quoi? Quelles sont les activités à effectuer dans le projet? Quels sont les livrables? Qui? Quelles sont les parties prenantes? Et quelle sera leur responsabilité au sein du projet? Comment ces personnes seront-elles organisées? Comment communiqueront-elles? Quand? Quel est le calendrier de projet? Quand est-ce que les jalons seront finalisés? Pour planifier un projet, on commence par le découper en tâches. Oui, mais qu'est-ce qu'une tâche de projet? Une tâche, c'est une action à mener pour obtenir un résultat. Les tâches sont parfois appelées aussi activités, en vertu de la traduction anglaise du terme « activity », que l'on trouve dans les principaux logiciels de planification de projets anglo-saxons. Il faut bien réfléchir à toutes les étapes nécessaires à l'atteinte de l'objectif de votre projet afin de ne pas oublier une seule tâche. À chaque tâche définie, associez un objectif précis et mesurable, des ressources humaines, matérielles et financières adaptées et prévisionnelles, ainsi qu'une charge de travail exprimée en nombre de journées hommes, et surtout une durée ainsi qu'une date de début et une date de fin.
Chaque tâche doit être assez courte, moins de 15 jours. Dans un planning de projet, il existe des relations de dépendance entre les tâches. En effet, on ne peut pas poser le toit de sa maison avant les fondations et les murs. L'ordonnancement des tâches est donc important dans la gestion des projets. Pour ordonnancer vos tâches, demandez-vous quelle tâche doit être faite avant quelle autre, quelles tâches peuvent être faites en même temps ou se chevaucher partiellement, comment définir les jalons d'un projet. Les jalons sont les événements clés de votre projet qui démontrent une progression du projet. En anglais, on parle aussi de milestones. En français, on parle de jalons d'un projet. En planification de projet, les jalons sont les dates importantes de réalisation de votre projet qui se matérialisent le plus souvent par une réalisation concrète de type production de livrables. Le livrable, c'est tout résultat, document, mesurable, tangible ou vérifiable qui résulte de l'achèvement d'une phase du projet ou d'une fin de projet. Dans votre planning de projet, les jalons fixent la fin d'une phase de votre projet. Qu'est-ce qu'un planning projet ? La planification de projet consiste à lister puis à ordonnancer les tâches de votre projet. C'est établir un planning pour votre projet qui va vous servir à déterminer si les objectifs de votre projet sont atteints. Le planning projet est un bon outil pour communiquer l'avancement du projet et suivre cet avancement. Il vous servira de base de travail pour déterminer l'affectation des ressources à chacune des tâches. Bon à savoir, la durée d'une tâche est le temps ouvré qui s'écoule entre le début et la fin de la tâche. Il faut associer à chaque tâche de votre projet les dates au plus tôt, début au plus tôt et fin au plus tôt, de l'exécution de la tâche et les dates au plus tard, début au plus tard, fin au plus tard de l'exécution de la tâche. Qu'est-ce que le chemin critique d'un projet ? On ne peut conduire une planification de projet sans tenir compte du chemin critique. Ce dernier correspond à la séquence de tâches qui détermine la durée totale du projet. Ce chemin est continu depuis le début jusqu'à la fin du projet. Tout retard affectant une tâche du chemin critique est intégralement répercuté sur la durée du projet et donc sa date de fin. Autrement dit, si une tâche du chemin critique est retardée, c'est tout le projet qui est retardé. La tâche critique est une tâche du chemin critique. Toute modification sur la durée d'une de ces tâches critiques impacte d'autant plus la durée totale du projet. La marge est la possibilité qu'a une tâche d'être retardée sans impacter le projet. En clair, les tâches qui sont sur le chemin critique ont une marge nulle. Maintenant que vous avez entre les mains les bases, vous pouvez étudier les méthodes de planification, à savoir le diagramme de Gantt et la technique PERT. Vous voulez en savoir plus sur ces deux outils ? On vous détaille tout dans un module dédié. Comment planifier un projet ? La planification du projet est un processus qui se décline en 6 étapes essentielles. De la compréhension des objectifs et la définition du périmètre jusqu'à l'affectation des ressources et l'estimation des délais et du budget, sans oublier l'identification des risques. Il s'agit de savoir quelles sont les exigences du projet, quelles activités accomplir, quels sont les livrables à présenter, qui s'occupera de quoi, dans quelle durée et dans quel coût, et enfin, quels sont les risques potentiels. Voyons donc, étape par étape, comment planifier les activités d'un projet. Première étape tout d'abord, définir le contenu du projet. La première étape de la planification de projet consiste à comprendre les objectifs du projet et définir clairement l'énoncé du contenu et le périmètre de projet. Ce dernier couvre notamment les contenus de livrables, la description détaillée des produits ou des services, la définition des exigences de chaque livrable, les caractéristiques et fonctions, mais aussi les rapports et la documentation du management de projet, comme par exemple la charte de projet, les supports des comités de pilotage, la stratégie de test, le bilan de projet, etc. Il est donc nécessaire de définir les exigences avec les parties prenantes afin de détailler le périmètre. Ces exigences doivent être consolidées, puis analysées et priorisées. Pour vous faciliter la gestion des exigences projet, vous pouvez utiliser un outil tel que la matrice des exigences. Vous ne connaissez pas cette matrice ? Je vous la présente dans un module dédié. Ce modèle vous aidera à assurer une meilleure gestion et une traçabilité des exigences de projet. Deuxième étape, il s'agit de découper le projet. Lors de cette étape de planification des projets, il s'agit de définir les tâches à accomplir pour chaque
phases du projet. On parle aussi souvent des activités à effectuer, le terme d'activité étant utilisé comme synonyme de la tâche. Il s'agit de créer l'organigramme du projet ou la structure de découpage de projet, la SDP. C'est le processus qui permet de faire une décomposition hiérarchique du périmètre de projet en ses composants les plus fondamentaux. Une fois le découpage chronologique de votre projet effectué en phase, vous devez préciser ce qu'il doit être fait, les macro-tâches, par qui cela doit être fait, les ressources, et comment cela doit être fait, comment les livrables doivent être présentés. Et enfin, comment ils vont être validés en jalon en tant que date de réalisation importante. Troisième étape, il s'agit d'estimer les délais et de créer le planning de projet. L'objectif de l'estimation des délais en planification de projet est de savoir comment estimer le délai des activités pour ensuite créer le planning de projet. Il s'agit d'estimer le nombre d'heures nécessaires pour effectuer chaque tâche. Pour réussir cette estimation, il faut impliquer l'ensemble des parties prenantes du projet et consulter les experts dans le domaine. Une fois que vous avez estimé les délais, vous devez les ordonnancer en répondant à une question. Quelle tâche doit être faite avant telle autre et quelle tâche peut être faite en parallèle avec une autre? Pour cela, vous pouvez utiliser le diagramme de PERT. On peut ensuite construire son calendrier de projet en déduisant les délais nécessaires et les dates de réalisation. Quatrième étape, déterminer les ressources projet. Après avoir construit votre planning projet, il est nécessaire d'identifier et de sélectionner les ressources du projet. L'identification et la gestion d'engagement des parties prenantes de projet est la clé de voûte pour une conduite de changement réussie qui est elle-même un facteur déterminant de la réussite d'un projet. Chaque projet comporte des parties prenantes susceptibles d'affecter le projet ou d'être affectées par celui-ci de façon positive ou négative. Il est nécessaire d'identifier ces parties prenantes, de planifier leurs engagements, les analyser et les gérer par la suite. Pour réussir votre planification de projet, je vous suggère d'utiliser la matrice des compétences pour l'identification et la sélection de vos ressources humaines et la matrice RACI, R-A-C-I, afin de définir les rôles et les responsabilités. Cinquième et avant-dernière étape, il convient de définir le budget. Après avoir identifié les activités de votre projet, estimé leur durée, ordonné ces activités, créé le planning et identifié les ressources, il ne reste qu'à déterminer le coût des activités et les ressources du projet. Le défi de chaque chef de projet en planification de projet est de s'assurer que chacune des activités du projet a une estimation pertinente de ressources en termes de qualité et de quantité d'une part, et d'autre part de s'assurer de la disponibilité des fonds pour pouvoir engager les ressources de l'activité en temps et en heure. Le management du budget de projet consiste en la gestion des processus relatifs à la planification, à l'estimation, à la budgétisation et au contrôle des coûts des activités requises pour que le projet soit réalisé selon le budget approuvé. Après avoir effectué une estimation de coût de toutes les activités, vous allez alors les consolider et ajouter une provision des risques et imprévus, pour avoir le coût prévisionnel du projet. Sixième et dernière étape, identifier les risques. En gestion de projet, les risques sont une propriété intrinsèque de la vie d'un projet. D'ailleurs, le plus grand risque en planification de projet pourrait résider dans la pensée que le projet est un long fleuve tranquille. Le management des risques de projet se décline en 7 processus tout au long du cycle de la vie de projet. La planification de la gestion des risques dans un projet, l'identification des risques, l'analyse qualitative des risques, l'analyse quantitative des risques, la planification des réponses aux risques, l'application des réponses aux risques et en dernier lieu, la surveillance et la maîtrise des risques. La matrice et le registre des risques sont un moyen pour garder la main mise sur les risques. Petite astuce, si des projets de même type ont déjà été menés dans votre entreprise, procurez-vous les plannings des anciens projets pour vous en servir de base de travail, en particulier les plannings réactualisés en cours de projet. En effet, en cours de projet, il est possible et même probable que certaines tâches prennent plus de temps que prévu et que d'autres tâches prennent moins de temps que prévu. Et comme le gestionnaire de projet est obligé, dans le cadre de son suivi de projet,
de remettre à jour son planning de projet, vous gagnerez du temps en vous procurant les derniers plannings réactualisés d'anciens projets similaires. Voici 4 pièges à éviter en planification de projet. Premier piège à éviter, n'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. La planification de projet n'a pas besoin d'être faite dans les moindres détails avant de passer à l'action. Dans la réalité, le planning de projet est un document vivant qui sera ajusté en fonction des hauts et des bas du projet qu'il sert. Utilisez la règle de Pareto, les 80-20, pour lancer le processus et laissez votre équipe et vos parties prenantes guider le document en fonction des besoins. Pas besoin de commencer de zéro, réinventer la roue ne vous aidera pas forcément à élaborer le meilleur plan. Nous gaspillons d'ailleurs souvent trop de temps à élaborer un plan qui sera ensuite considérablement modifié pendant le processus. Utiliser les modèles de projet existants et des bonnes pratiques est un excellent moyen de limiter l'effort de départ en planification de projet. Troisième écueil possible, éviter la paralysie de l'analyse. Une planification des activités trop détaillée débouche trop souvent sur une exécution inefficace d'activités granulaires et peut poser des problèmes lorsqu'il s'agit de suivre les progrès. Il s'agit de trouver un juste équilibre au niveau des détails du planning projet pour permettre aux membres de l'équipe d'acquérir une meilleure compréhension dans leur exécution. Ceci tout en livrant les données nécessaires au projet et en permettant aux parties prenantes de prendre des décisions. Quatrième piège à éviter, n'élaborez pas le planning seul. Une des étapes les plus critiques dans la planification des projets consiste à s'assurer de l'adhésion et de l'engagement des parties prenantes dans le processus d'élaboration du plan. Le plan doit être la feuille de route de l'ensemble du projet et toutes les parties sont responsables de son succès. C'est d'ailleurs la seule raison pour laquelle on a besoin de l'implication des parties prenantes pour aider à guider et à approuver le plan du projet, quels que soient ses résultats finaux. En somme, même s'il était possible d'éviter tous les écueils lors du processus d'élaboration du plan, le rôle de chaque chef de projet est d'élaborer un plan reflétant la meilleure version possible de la réalité du projet en évolution. Cela dit, les planificateurs doivent reconnaître qu'ils ne peuvent pas travailler seuls et qu'ils doivent impliquer autant de parties pertinentes que possible pour construire un plan ayant le maximum de chances de réussir. En conclusion, réussir la planification de projet dépend donc autant des ressources des parties prenantes, de la charte et de la documentation, ainsi que de tous les autres facteurs du projet qui doivent travailler en harmonie pour assurer le succès d'un projet. Qu'est-ce que l'expression des besoins en management de projet et comment procéder? Dans ce module, nous allons aborder plusieurs items. L'expression des besoins en phase d'initialisation, l'expression des besoins détaillés en phase de planification et l'importance de la charte projet. Nous détaillerons également le modèle du support d'expression des besoins et celui de la matrice des exigences. Nous verrons aussi comment documenter les informations réunies et nous finirons par quelques recommandations pour réussir votre recueil des besoins. Pour pouvoir estimer la charge de travail et le temps qu'il vous faudra pour délivrer le résultat attendu, ainsi que pour estimer les coûts du projet, il est essentiel de procéder d'abord à une expression des besoins et des exigences des parties prenantes et des utilisateurs. Ce module va vous permettre de comprendre comment analyser ces besoins et les documenter, mais aussi comment éviter les pièges qui peuvent mettre le cadre du projet en péril. Il y a 2 moments principaux qui nécessitent une expression des besoins. Tout d'abord, la préparation de la charte du projet avec le sponsor et les acteurs principaux. Et ensuite, la préparation du cahier des charges qui vous permettra de clarifier l'énoncé du périmètre de votre projet. Pour collecter ces besoins, plusieurs outils et techniques seront utilisés, comme par exemple l'interview des principaux bénéficiaires, l'organisation de réunions de travail, l'envoi de questionnaires, l'observation des méthodes actuelles de travail, l'analyse des documents, des études de marché, l'organisation de groupes de décision, etc. Commençons par le commencement. L'expression des besoins en phase d'initialisation.
Pour définir le périmètre du projet, il est bien sûr nécessaire de connaître les attentes du sponsor et des principales parties prenantes du projet. Ces premières réunions, workshops, analyses ne nécessiteront pas d'entrer dans le détail, mais doivent vous permettre de comprendre et de documenter dans les grandes lignes les besoins à couvrir. Vous ne savez pas ce qu'est un sponsor? Je vous explique tout dans un module spécifique. Cette préparation est un travail d'équipe. Les parties prenantes se mettent d'accord sur ce qui fera l'objet du projet commun et aussi ce qui n'entrera pas dans le cadre du projet. Il s'agira de documenter les contraintes, les opportunités ainsi que les risques identifiés lors de ces réunions initiales. Quelles sont les expressions de besoins détaillées en phase de planification? Vous avez terminé la phase d'initialisation du projet et présenté avec votre sponsor la charte du projet. Très bien. Votre projet a été approuvé par le comité de direction du projet, il est maintenant officiel et vous êtes nommé chef de projet. Félicitations. Lors de la réunion de lancement du projet avec toutes les parties prenantes, vous avez présenté les objectifs principaux du projet et les résultats attendus. Ceci vous a permis de clarifier aussi les attentes de chaque participant. Cette réunion de lancement a inclus un certain nombre d'acteurs qui n'avaient pas été impliqués jusqu'ici. Membres de l'équipe projet, utilisateurs finaux, responsables de département, etc. Et il est indispensable de connaître aussi leurs besoins et leurs attentes, cette fois de manière plus détaillée. Pour cela, il faudra organiser des réunions sur des sujets spécifiques et ou utiliser certaines des techniques que nous avons abordées précédemment. Bon à savoir, les informations récoltées doivent se concentrer sur les besoins fonctionnels, factuels, sans préjuger de la solution technique. Tous les besoins seront documentés afin de pouvoir les analyser et confirmer leur nécessité dans le cadre de votre projet, lors de réunions avec le sponsor et les bénéficiaires du projet. Quelle est l'importance de la charte projet? Lors des premières réunions, il arrive très souvent que les bénéficiaires et les utilisateurs expriment des besoins qui dépassent le cadre du projet. La charte projet ici prend toute son importance dans le processus d'expression des besoins car elle permet de cadrer les discussions et de gérer les attentes des parties prenantes. Pour éviter que le périmètre du projet ne soit en danger, il est important de spécifier dès le départ ce qui n'entre pas dans le cadre du projet. Par exemple, si votre projet consiste à ajouter une section à votre site web, il ne consiste évidemment pas une modification complète de son aspect général, ni la mise à jour d'autres sections. Cela doit être clair et accepté par toutes les parties afin d'éviter toute discussion ultérieure qui pourrait s'avérer très négative pour le projet. Comment documenter les informations réunies? Le recueil des besoins et des exigences sera clôturé lorsque toutes les parties prenantes auront accepté la liste définitive des besoins détaillés des bénéficiaires du projet qui sera ensuite approuvée par le sponsor. Pour cela, les données récoltées sont analysées avec l'équipe projet, revues et classées par ordre de priorité. Des comparaisons avec des données du marché ou la mise en place de prototypes peuvent aider au cadrage du périmètre. Avec toutes ces informations, un document récapitulatif pourra être établi. Il comprendra plusieurs rubriques. Le rappel du contexte, c'est important car il fixe les limites du besoin et son cadre d'application. Si le contexte et le périmètre du projet ne sont pas clairs, le projet peut sortir de son cadre et être appelé à l'échec. Ensuite, l'expression de besoin. Il est conseillé d'utiliser des phrases courtes mais précises. Vous pouvez également utiliser des schémas ou des illustrations. Une bonne expression des besoins doit être comprise par tous les lecteurs, de l'utilisateur final, aux membres de l'équipe de réalisation en passant par le management. Les objectifs, ils doivent apparaître ainsi que les bénéfices apportés par le changement. Il faut spécifier éventuellement les risques si le besoin n'est pas couvert, n'est pas résolu. Les exigences peuvent être de différentes sortes, réglementaires, techniques, économiques, budgétaires, etc. Certaines exigences réglementaires, voire légales, peuvent influencer la planification car elles sont liées à des calendriers précis. Les exigences réglementaires sont les plus simples. Elles correspondent à une nouvelle réglementation et bien souvent, elles sont associées à des exigences temporelles. Le planning de mise en place de la nouvelle réglementation doit être précisé. Les contraintes doivent être précisées dans l'expression des besoins. Elles influencent les livrables et sont souvent source de risques. Voici quelques recommandations pour réussir votre analyse des besoins.
Soyez clair et précis. L'expression des besoins ne peut laisser de place à des malentendus. Exprimez clairement le périmètre de votre projet, objectifs, contexte, ressources, etc. Faites des phrases courtes, allez à l'essentiel. Concentrez-vous sur les aspects fonctionnels et factuels. La solution technique, par exemple, sera définie par l'équipe projet après approbation de l'expression des besoins. Mettez en lumière et donnez une priorité aux points importants. Si possible, donnez des références pour une analyse ultérieure détaillée. Ne vous perdez pas dans les détails, l'équipe technique est là pour ça. Définissez les utilisateurs concernés. Et enfin, décrivez clairement les contraintes, les risques et les opportunités. En conclusion, l'expression des besoins est le processus permettant de définir les besoins, les attentes, les exigences des parties prenantes dans votre projet. Les besoins ainsi récoltés seront alors transformés en objectifs du projet et ceux-ci à leur tour en livrables. Tout ceci est essentiel pour établir un cahier des charges solide et planifier le projet dans le détail. Gardez à l'esprit que si l'expression des besoins laisse la place à l'interprétation, il est très probable que le projet rencontrera des difficultés, des discussions qui auraient pu être évitées et dans le pire des cas même menées à l'échec. En revanche, les réunions, workshops et discussions avec les parties prenantes et les utilisateurs sont aussi l'occasion de créer un esprit d'équipe qui ne peut que bénéficier à la bonne résolution du projet. C'est une opportunité pour le chef de projet d'établir un contact privilégié avec les parties prenantes et de comprendre quelles sont les forces en présence et les aspects du projet qui vont demander une attention particulière. Ces deux aspects en eux-mêmes justifient l'effort car ils contribuent au succès du projet et facilitent la réalisation et la communication. Savez-vous qu'une définition claire du besoin et du périmètre de projet est l'un des 3 critères de réussite? Effectivement, les résultats de plusieurs études ont révélé à l'unanimité que l'énoncé clair du cahier des charges de projet, de son périmètre, font partie des premiers facteurs clés de réussite des projets. En effet, prendre en charge et gérer un projet sans énoncé ou cahier des charges clair, c'est essayer d'atteindre un objectif sans avoir de point de référence et après ça revient à tenter de tirer dans une cible les yeux fermés. Réussir le projet dans ce cas de figure ne peut être que le résultat du hasard. À la fin de ce module, vous aurez une meilleure compréhension des tenants et des aboutissants qui concernent les cahiers des charges projet, ainsi que leur raison d'être et les bonnes pratiques à adopter. Nous verrons également l'intérêt de réaliser un cahier des charges projet. Nous verrons plus précisément de quoi il s'agit, quand il doit intervenir, quelles sont les techniques d'élaboration et les composantes d'un cahier des charges projet. On y va? C'est parti! Pourquoi réaliser un cahier des charges projet? Gérer un projet est un acte rationnel qui consiste à éliminer des prises de décision impulsives, les rêveries des parties prenantes et les spéculations de l'équipe projet. C'est aussi une activité complexe qui ne tolère pas l'approximation. Pour discipliner les réflexions des parties prenantes, quoi de mieux que d'encadrer les comportements et les attentes par des processus et un document de référence pour l'ensemble des acteurs. Vous ne pouvez pas gérer un projet sans documenter les besoins métiers et seul ce qui est explicite peut être mis en œuvre et mesuré. Un cahier des charges métier est l'antidote à l'ambiguïté. Il oblige à être clair sur les concepts et les attentes vagues. L'absence d'un énoncé clair des besoins à travers un cahier des charges projet et des spécifications métiers ne peut que mener à un dérapage ou une dérive de périmètre. En effet, la plupart des projets semblent souffrir d'une dérive de périmètre. Ainsi, les équipes de projet et les parties prenantes en sont constamment frustrées. Dérive du périmètre, scope, script en anglais, est l'expansion non contrôlée du contenu du produit ou du périmètre du projet sans ajustement des délais, du coût ou des ressources. Lorsqu'un dérive de périmètre se produit dans un projet, elle devient une source considérable de gaspillage d'argent et d'insatisfaction. Une dérive de périmètre pourrait facilement priver le projet de produire le bénéfice et le résultat attendu. Mais qu'est-ce que c'est au juste un cahier des charges projet?
Le cahier des charges est le recueil des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles demandées par la maîtrise d'ouvrage. Il exprime la demande en termes de besoins à satisfaire et de résultats ou services attendus au projet. Il décrit des règles de gestion et de traitement dans le langage du métier. C'est une vue externe du système, c'est la vision utilisateur en somme. En effet, un cahier des charges projet bien fait nécessite un besoin métier. Tout d'abord nécessaire. Le cahier des charges indique tous les paramètres requis pour la conception et la réalisation du projet. Ensuite, il doit être réalisable. Le cahier des charges exprime un besoin réaliste et qui est techniquement et financièrement réalisable dans le cadre du planning du cahier des charges et des moyens disponibles. Et il doit être clair. Cela veut dire que l'idée ou le besoin que le cahier des charges projet exprime n'est pas susceptible d'être interprété différemment de ce que pense le maître d'ouvrage. Il doit être vérifiable. L'équipe projet doit s'assurer qu'il existe des moyens de vérifier ce qui est requis. Il doit être également cohérent. Le cahier des charges projet doit exprimer des besoins qui ne se contredisent pas entre eux. Bon à savoir. Un cahier des charges est une description du besoin, le quoi, et non pas de la solution, le comment. Ainsi, lors du montage du cahier des charges, concentrez-vous sur ce qu'il faut faire plutôt que comment il faut le faire. Quand intervient le cahier des charges de projet. Au début de la phase de planification, vous avez rencontré les bénéficiaires du projet et documenté l'expression de besoin. Vous avez donc maintenant une bonne idée des attentes fonctionnelles du projet ainsi que de certaines contraintes, certaines exigences et risques identifiés lors des réunions et interviews. Cette expression des besoins est la base du cahier des charges. En effet, le cahier des charges du projet s'appuie sur les activités de recueil et d'analyse des besoins et des exigences métiers. Ces deux activités comprennent plusieurs tâches. Il est requis de spécifier et modéliser les exigences. Cela veut dire qu'on décrit un ensemble de spécifications métiers ou de plans en détail. Il est requis également de vérifier les exigences, en somme de s'assurer que l'ensemble des exigences ou de conceptions retenues pour le projet sont suffisamment développées pour être utilisables par la maîtrise d'œuvre, par exemple. Troisième étape importante, valider les exigences, vérifier que les exigences retenues pour le projet offrent une valeur à l'organisation et soutiennent les objectifs, etc. Par la suite, il est utile de faire valider ces expériences par les parties prenantes concernées. Et pour finir, on s'intéresse à l'architecture des exigences. Il s'agit de structurer toutes les exigences et les conceptions afin qu'ils soutiennent l'objectif du projet et qu'ils fonctionnent efficacement comme un ensemble cohérent. En s'appuyant sur le cahier des charges, la maîtrise d'œuvre analyse et compare les différentes options pour identifier et recommander la solution de mise en œuvre qui offre la plus grande valeur à l'organisation. Bon à savoir, les spécifications fonctionnelles détaillées ou les plans d'exécution sont élaborés par la maîtrise d'œuvre après réception et analyse du cahier des charges projet. Les spécifications fonctionnelles détaillées, c'est la traduction du cahier des charges projet en termes plus techniques, données en entrée, données en sortie, etc. Dont le but est de décrire de façon détaillée comment les exigences métiers du projet vont être implémentées dans la solution. Quelles sont les techniques d'élaboration d'un cahier des charges? Vous pouvez utiliser plusieurs outils et plusieurs techniques également de référence pour mener à bien le travail d'élaboration du cahier des charges projet. Des observations, des entretiens individuels avec les parties prenantes, des questionnaires, des réunions de réflexion collective type brainstorming, ateliers de travail, workshop, groupe de discussion, etc. Des analyses de données, benchmark, présentation de maquettes, tests utilisateurs exploratoires, etc. Les 6 composantes indispensables pour votre cahier des charges projet. Savez-vous qu'une définition claire du besoin et du périmètre de projet est l'un des 3 critères de réussite? Effectivement, les résultats de plusieurs études ont révélé à l'unanimité que l'énoncé clair du cahier des charges de projet, de son périmètre, font partie des premiers facteurs clés de réussite des projets. En effet, prendre en charge et gérer un projet sans énoncé ou cahier des charges clair, c'est essayer d'atteindre un objectif sans avoir de point de référence et après ça revient à tenter de tirer dans une cible les yeux fermés.
Réussir le projet dans ce cas de figure ne peut être que le résultat du hasard. À la fin de ce module, vous aurez une meilleure compréhension des tenants et des aboutissants qui concernent les cahiers des charges projets, ainsi que leur raison d'être et les bonnes pratiques à adopter. Nous verrons également l'intérêt de réaliser un cahier des charges projet. Nous verrons plus précisément de quoi il s'agit, quand il doit intervenir, quelles sont les techniques d'élaboration et les composantes d'un cahier des charges projet. On y va? C'est parti! Pourquoi réaliser un cahier des charges projet? Gérer un projet est un acte rationnel qui consiste à éliminer des prises de décision impulsives, les rêveries des parties prenantes et les spéculations de l'équipe projet. C'est aussi une activité complexe qui ne tolère pas l'approximation. Pour discipliner les réflexions des parties prenantes, quoi de mieux que d'encadrer les comportements et les attentes par des processus et un document de référence pour l'ensemble des acteurs. Vous ne pouvez pas gérer un projet sans documenter les besoins métiers et seul ce qui est explicite peut être mis en œuvre et mesuré. Un cahier des charges métiers est l'antidote à l'ambiguïté. Il oblige à être clair sur les concepts et les attentes vagues. L'absence d'un énoncé clair des besoins à travers un cahier des charges projet et des spécifications métiers ne peut que mener à un dérapage ou une dérive de périmètre. En effet, la plupart des projets semblent souffrir d'une dérive de périmètre. Ainsi, les équipes de projet et les parties prenantes en sont constamment frustrées. Dérive du périmètre, scope, script en anglais, est l'expansion non contrôlée du contenu du produit ou du périmètre du projet sans ajustement des délais, du coût ou des ressources. Lorsqu'un dérive de périmètre se produit dans un projet, elle devient une source considérable de gaspillage d'argent et d'insatisfaction. Une dérive de périmètre pourrait facilement priver le projet de produire le bénéfice et le résultat attendu. Mais qu'est-ce que c'est au juste un cahier des charges projet? Le cahier des charges est le recueil des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles demandées par la maîtrise d'ouvrage. Il exprime la demande en termes de besoins à satisfaire et de résultats ou services attendus au projet. Il décrit des règles de gestion et de traitement dans le langage du métier. C'est une vue externe du système, c'est la vision utilisateur en somme. En effet, un cahier des charges projet bien fait nécessite un besoin métier. Tout d'abord nécessaire. Le cahier des charges indique tous les paramètres requis pour la conception et la réalisation du projet. Ensuite, il doit être réalisable. Le cahier des charges exprime un besoin réaliste et qui est techniquement et financièrement réalisable dans le cadre du planning du cahier des charges et des moyens disponibles. Et il doit être clair. Cela veut dire que l'idée ou le besoin que le cahier des charges projet exprime n'est pas susceptible d'être interprété différemment de ce que pense le maître d'ouvrage. Il doit être vérifiable. L'équipe projet doit s'assurer qu'il existe des moyens de vérifier ce qui est requis. Il doit être également cohérent. Le cahier des charges projet doit exprimer des besoins qui ne se contredisent pas entre eux. Bon à savoir. Un cahier des charges est une description du besoin, le quoi, et non pas de la solution, le comment. Ainsi, lors du montage du cahier des charges, concentrez-vous sur ce qu'il faut faire plutôt que comment il faut le faire. Quand intervient le cahier des charges de projet? Au début de la phase de planification, vous avez rencontré les bénéficiaires du projet et documenté l'expression de besoin. Vous avez donc maintenant une bonne idée des attentes fonctionnelles du projet ainsi que de certaines contraintes, certaines exigences et risques identifiés lors des réunions et interviews. Cette expression des besoins est la base du cahier des charges. En effet, le cahier des charges du projet s'appuie sur les activités de recueil et d'analyse des besoins et des exigences métiers. Ces deux activités comprennent plusieurs tâches. Il est requis de spécifier et modéliser les exigences. Cela veut dire qu'on décrit un ensemble de spécifications métiers ou de plans en détail. Il est requis également de vérifier les exigences, en somme de s'assurer que l'ensemble des exigences ou de conceptions retenues pour le projet sont suffisamment développées pour être utilisables par la maîtrise d'œuvre, par exemple. Troisième étape importante, valider les exigences, vérifier que les exigences retenues pour le projet offrent une valeur à l'organisation et soutiennent les objectifs, etc. Par la suite, il est utile de faire valider ces expériences par les parties prenantes concernées. Et pour finir,
on s'intéresse à l'architecture des exigences. Il s'agit de structurer toutes les exigences et les conceptions afin qu'ils soutiennent l'objectif du projet et qu'ils fonctionnent efficacement comme un ensemble cohérent. En s'appuyant sur le cahier des charges, la maîtrise d'œuvre analyse et compare les différentes options pour identifier et recommander la solution de mise en œuvre qui offre la plus grande valeur à l'organisation. Bon à savoir, les spécifications fonctionnelles détaillées ou les plans d'exécution sont élaborés par la maîtrise d'œuvre après réception et analyse du cahier des charges projet. Les spécifications fonctionnelles détaillées, c'est la traduction du cahier des charges projet en termes plus techniques, données en entrée, données en sortie, etc. Dont le but est de décrire de façon détaillée comment les exigences métiers du projet vont être implémentées dans la solution. Quelles sont les techniques d'élaboration d'un cahier des charges? Vous pouvez utiliser plusieurs outils et plusieurs techniques également de référence pour mener à bien le travail d'élaboration du cahier des charges projet. Des observations, des entretiens individuels avec les parties prenantes, des questionnaires, des réunions de réflexion collective type brainstorming, ateliers de travail, workshop, groupes de discussion, etc. Des analyses de données, benchmark, présentation de maquettes, tests utilisateurs exploratoires, etc. Quelles sont les composantes d'un cahier des charges projet? Dans cette partie, et pour vous faciliter la structuration de votre cahier des charges projet, je vous propose 6 composantes principales à intégrer absolument dans votre cahier des charges projet. Prenons l'exemple d'un projet informatique de mise en place d'un nouveau système pour illustrer notre schéma. Dans une telle situation, les composantes indispensables à prévoir dans un cahier des charges projet sont au nombre de 6. En premier lieu, quelle est la description de l'état actuel, le contexte en somme? Pour avoir une bonne vue d'ensemble, l'équipe de projet ou le représentant du maître d'ouvrage doit s'assurer de décrire le fonctionnement général de l'entreprise et des processus métiers couverts par le projet, ainsi que les équipements et les systèmes actuellement utilisés. Cela permettra de mieux comprendre l'importance du nouveau système ainsi que l'ampleur du changement pour l'organisation. Deuxième interrogation, quelles sont les spécifications non fonctionnelles? Une exigence non fonctionnelle est une exigence qui caractérise une propriété ou une qualité intrinsèque désirée du système, telle que sa performance, sa sécurité, sa convivialité ou sa maintenabilité, etc. Une exigence non fonctionnelle peut porter aussi sur le plan préconisé de management de projet, le niveau de support attendu après la mise en place du système et les autres exigences vis-à-vis de la maîtrise d'œuvre. À ne pas oublier, l'ensemble des exigences doit être vérifiable. À défaut, elles ne sont que des buts. Troisième prérequis, troisième questionnement, quelles sont les spécifications fonctionnelles? Une exigence fonctionnelle, pour rappel, est une exigence définissant une fonction du système à développer. L'utilité d'une solution est déterminée par ses exigences fonctionnelles et ses caractéristiques non fonctionnelles. L'ensemble des fonctionnalités n'est pas utilisable sans certaines caractéristiques non fonctionnelles. Quatrième prérequis, quatrième questionnement, quelles sont les ressources? Maintenant que vous avez défini les objectifs, les sous-objectifs et les livrables, vous pouvez estimer de manière plus fine les besoins en ressources. Une première estimation des ressources a été faite lors de la création de la charte du projet. Grâce aux informations fonctionnelles et techniques récoltées, vous pouvez maintenant répondre à certaines questions restées ouvertes lors de l'initialisation du projet, comme par exemple les compétences internes sont-elles suffisantes? Y a-t-il besoin d'une aide externe et si oui, laquelle? Les estimations de la charte correspondent-elles aux besoins maintenant détaillés? Qui va faire quoi et quand? Ce dernier point est très important. Le besoin en ressources va évoluer en fonction de la charge du projet et de la phase en cours. Pour cela, vous allez travailler en parallèle à la planification du projet en ajoutant aux livrables les ressources nécessaires à leur réalisation. Cinquième focus, ensuite, il convient de définir quels sont les délais. En fonction des assignations de ressources aux différents livrables, vous pouvez confirmer ou corriger les estimations ayant servi à l'établissement de la charte projet.
La marge d'erreur acceptée sera fortement réduite car vous pouvez maintenant travailler avec un niveau d'information beaucoup plus proche de la réalité. En effet, vous connaissez maintenant les besoins, les contraintes et les exigences de manière détaillée. 6e questionnement, quels sont les besoins financiers et le budget ? Grâce à la définition des besoins, du calcul, des ressources et du plan détaillé, vous pouvez maintenant estimer de manière plus précise le budget. Et ce, en répondant à plusieurs questions. Sur le sujet des investissements, tout d'abord. Quel matériel, logiciel ou équipement devez-vous acheter et quel est leur prix? Quels amortissements appliquer? Quelles sont les ressources? Le coût journalier de chaque ressource impliquée dans le projet, y compris le chef de projet, multiplié par le nombre de jours nécessaires et le grand total. Ce montant peut aussi faire partie des investissements. Ensuite, quelles sont les ressources externes? Consultants, experts métiers, installateurs, etc. Et enfin, quel est le coût opérationnel, maintenance, réseau, licence, location de locaux, de matériel, etc. Comment et pourquoi créer un Work Breakdown Structure? Le WBS, Projet Work Breakdown Structure ou structure de découpage de projet, est un des outils essentiels du chef de projet. Nous allons aborder dans ce module son utilité ainsi que la méthodologie pour le créer et l'utiliser. N'oubliez pas de faire une pause de temps à autre. Pour commencer, qu'est-ce que le WS Projet? Le WS Projet en français est connu également sous les noms de structure de découpage de projet, organigramme technique du projet ou encore organigramme des tâches de projet, OTP pour faire plus simple. Il s'agit d'un organigramme composé de plusieurs niveaux qui hiérarchisent les tâches. Au départ d'un projet, on a défini le produit final et on l'a découpé en livrables le cas échéant. Chacun de ces livrables représente une somme de travail qui souvent doit être faite séquentiellement. Pour estimer cette charge de travail et par conséquent calculer le coût du projet, il faut découper le projet et ses livrables en sous-livrables puis en tâches individuelles. On va donc créer un organigramme technique de projet qui va représenter la structure hiérarchique du travail livrable par livrable. Chaque livrable sera découpé en sous-livrables et chaque sous-livrable en tâches individuelles qui pourront être assignées à un ou plusieurs membres de l'équipe. La structure de découpage ainsi créée aura 3, 4 ou 5 niveaux, voire plus. On va ensuite estimer le travail de chaque tâche individuelle, ce qui nous permettra de totaliser le travail pour chaque niveau et ainsi estimer la charge totale. Mais prenons un exemple. Le plus répandu est celui de la production d'un vélo. Respectons donc la tradition. Découpons notre vélo livrable en sous-livrables. En clair, listons les parties qui le composent. Cela donne en 1 le cadre, en 2 le pédalier, en 3 les roues, en 4 les freins, en 5 les changements de vitesse. Nous venons tout simplement de créer une structure de produit, ce que l'on appelle le Product Breakdown Structure. Le PBS, pour faire simple, est en fait la représentation, la structure des livrables et sous-livrables. Nous avons ajouté un livrable intégration car on va bien sûr devoir gérer ce projet, à commencer par concevoir le produit, le réaliser et faire des essais de qualité. Détaillons à présent les niveaux 1 et 2 de ce projet. Si votre produit ou votre service a plusieurs livrables, le produit final sera le niveau 1 et les livrables le niveau 2. Notre livrable à nous, dans notre exemple, c'est le vélo. Celui-ci est donc le niveau 1 de notre structure projet. Nous allons y ajouter des sous-livrables que nous avons vus précédemment, les parties du vélo en somme, au niveau 2 de l'organigramme. Dans notre cas, ce sera des sous-livrables. Notre structure ne contient pas encore d'informations décrivant le travail, les tâches à utiliser. Cette partie décrit encore le produit, le PBS. On commence donc notre structure WBS par la description des livrables, c'est-à-dire du produit à livrer. Nous avons donc 5 sous-livrables avec notre vélo, le 6e étant la partie gestion de projet que nous souhaitons suivre de la même manière.
Au niveau 3, nous allons maintenant décrire le travail à effectuer pour créer nos livrables et sous-livrables. C'est la partie WBS qui commence, en somme la décomposition du travail à effectuer, la Work Breakdown Structure. Nous allons donc ajouter le montage des composants du cadre complet, soit le cadre lui-même, la fourche avant, le guidon ainsi que la selle. Pour les roues, nous avons bien sûr la roue avant et la roue arrière. Les constructions étant différentes au niveau du moyeu, nous avons donc deux différents types de travaux. Pour les freins, nous avons ici aussi une différence de montage entre le frein avant et le frein arrière. Et bien sûr, les leviers de frein. L'intégration consiste d'abord en la conception détaillée et documentée du produit, la notice d'assemblage, ainsi que les essais et la mise au point. La structure de découpage des livrables en travaux et tâches du projet commence à apparaître assez clairement. Il nous manque malgré tout quelques éléments de détail, principalement pour l'assemblage du cadre et les roues. Nous allons donc ajouter un niveau 4 à notre structure. Le niveau 4 de l'organigramme des tâches de projet. Il s'agit ici de détailler les pièces à assembler et à souder pour le cadre. On parle du tube supérieur, du tube de direction, du tube oblique, du tube de selle. On parle des haubans, des bases. Pour les roues, nous allons définir les éléments individuels de chaque roue à assembler, soit la jante, les rayons, le moyeu, les pneus, et éventuellement la valve si elle n'est pas incluse, etc. Jusqu'à quel niveau descendre dans l'arborescence WBS, Work Breakdown Structure? Dans notre exemple du vélo, on peut bien sûr détailler encore au-delà du niveau 4. Mais nous nous sommes arrêtés ici car le niveau est suffisant pour estimer le travail à faire. En effet, la décomposition des livrables du projet doit permettre de créer des tâches individuelles pour lesquelles il est possible d'affecter une ou plusieurs ressources et aussi d'estimer la charge de réalisation. Dernière étape, l'estimation du travail à accomplir. Pour cette ultime étape, on va faire appel aux experts métiers et estimer pour chaque tâche individuelle le nombre de jours nécessaires à la production des différents éléments. Puis on va ajouter ces informations à la structure créée, d'abord au niveau le plus bas, puis en totalisant chaque niveau afin d'estimer le temps de travail total. Cette approche est appelée bottom-up, soit de bas en haut. Ce type d'estimation est considéré comme la plus proche de la réalité car il est basé sur des données détaillées. Voyons à quoi cela peut ressembler avec notre exemple. D'après cette illustration, pour produire notre vélo, il faudra donc 100 jours. On additionne le niveau 2 dans notre cas, donc 15, plus 5, plus 30, plus 5, plus 5, plus 40 pour assembler et tester notre vélo. Toutes les étapes du vélo. Certaines de ces tâches se dérouleront en parallèle car elles seront attribuées à des personnes différentes spécialisées dans certains travaux. Il est très probable que dans notre cas, le temps de livraison soit de 40 jours, c'est l'estimation du total d'intégration. Cela sera défini plus tard lors de la création de notre diagramme de Gantt et l'assignation des ressources à chaque tâche.